Imaginez un instant que vous avez été transporté au Moyen Âge. Si vous pensez que la vie à cette époque n'était faite que de festins, de tournois et de grandes aventures, détrompez. Simplement survivre d'un jour à l'autre était une aventure en soi. Surtout si jamais vous aviez besoin d'un médecin, ou plus probablement d'un barbier. Oui, vous avez bien lu. Dans l'Europe médiévale, le barbier du coin faisait bien plus que tailler la barbe. C'était le touche-à-tout du village. À la fois coiffeur, chirurgien, dentiste, et si besoin apothicaire. La médecine n'en était alors qu'à ses balbutiements, et à moins d'être né dans la royauté, votre meilleure chance de traitement reposait sur la main sûre du barbier chirurgien. Alors, à quoi ressemblaient les soins médicaux à cette époque? Partons pour un voyage à travers certains des traitements les plus étranges et les plus étonnants du Moyen Âge. Préparez-vous, certains de ces remèdes ne sont pas faits pour les âmes sensibles ou les estomacs fragiles. L'arrivée de la poudre à canon au X siècle a changé la guerre à jamais. Et avec elle, la nature des blessures sur le champ de bataille. Avant que le barbier chirurgien français Ambroise Paré ne révolutionne le traitement des plaies, le traitement standard pour les blessures par balle consistait à verser de l'huile bouillante directement sur la blessure. L'idée était de cautériser la plaie et d'éviter l'infection. Mais comme vous pouvez l'imaginer, la douleur était inimaginable. Un jour, fatidique de 1537, Paré se retrouva à court d'huile au cours d'une bataille. Forcé d'improviser, il prépara un mélange de jaune d'œuf, d'huile de rose et de tirebentaï, oui, le solvant pour peinture. À sa grande surprise, ses patients s'en remirent bien mieux que se traiter avec de l'huile bouillante. Parfois, la nécessité engendre véritablement l'invention. Si tu trouves que ton shampoing a une odeur étrange, jouis-toi de ne pas avoir vécu à l'époque médiévale. À cette époque, les barbiers utilisaient souvent de l'urine humaine vieillie comme nettoyant pour les cheveux. Pourquoi? Parce que l'urine contient de l'ammoniac, un agent nettoyant et blanchissant naturel. Les Romains avaient déjà découvert son pouvoir pour blanchir les tauges, et les barbiers médiévaux pensaient que cela pouvait donner aux cheveux un bel éclat. Ils la mettaient même en bouteille pour la vendre. Voilà un business parallèle assez surprenant. Plus de savon à raser, pas de souci. Il suffit de saisir une pinte, selon un document de 1498. Provenant de l'université d'Oxford, les barbiers qui n'avaient pas les moyens d'acheter du savon utilisaient la mousse de la bière pour faire mousser le visage de leurs clients. C'était bon marché efficace, et cela créait sûrement une ambiance plutôt conviviale dans le fauteuil du barbier. Pourquoi cette technique n'a jamais été reprise par des marques modernes comme Gillette, Mystère? L'hygiène dentaire était un défi au Moyen Âge, mais cela n'empêchait pas les barbiers de proposer des services de blanchiment des dents. Leur arme secrète, Aloe Forti, un joli nom pour de l'acide nitrique hautement corrosif. Ça enlevait les taches, certes, mais ça détruisait aussi les mailles des dents, les rendant vulnérables à la carie et à la décomposition. Parfois, un sourire éclatant avait un coût terrible. La chirurgie sans anesthésie est une idée terrifiante. Mais les barbiers médiévaux avaient leur propre solution, l'éponge soporifique. C'était une première tentative d'anesthésie, fabriquée en imbibant une éponge de mer d'un puissant mélange d'opium, de ciguë, de mandragore et d'autres ingrédients. L'éponge séchée était ensuite réhydratée et maintenue sous le nez du patient, l'envoyant dans un profond sommeil ou, tragiquement, parfois dans un sommeil dont il ne se réveillait jamais. Si vous vous êtes déjà plaint du goût du sirop contre la toux, pensez à ceci. Les médecins médiévaux prescrivaient parfois la blanche grecque, la croûte crayeuse, qui se forme sur les excréments de chiens vieillissants pour les maux de gorge et les angines. Elle était même appliquée pour dissoudre les tumeurs, et les excréments de chiens n'étaient pas les seuls. Les crottes de souris étaient utilisées contre les vers intestinaux, et la bouse de divers animaux se retrouvait dans toutes sortes de remèdes. Parfois le remède était vraiment pire que la maladie. Les barbiers vantaient fièrement leur talent de seigneur en exposant des bocaux de sang dans leurs vitrines. Avec le temps, le sang coagulait et pourrissait, emplissant l'air d'une puanteur si nauséabonde qu'en 1509, Londres adopta une loi interdisant cette pratique. La solution? Déverser le sang dans la Tamise. La prochaine fois que vous entendrez le terme salle d'opération, souvenez-vous que la chirurgie médiévale était souvent un spectacle public, les barbiers retirant des calculs rénaux devant un public pour attirer les clients. Les anciens Égyptiens souffraient de maux de dents, à cause du sable contenu dans leur pain et d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Leur solution? Broyer un rat mort, en faire une pâte et l'appliquer sur la dent douloureuse. Le remède a perduré tout au long du Moyen-Âge et même dans l'Angleterre rurale jusqu'au début du siècle, avant de finalement tomber en désuétude. Parfois, le progrès consiste simplement à abandonner de vieillir. Tous les remèdes médiévaux n'étaient pas aussi répugnants que les excréments de chiens ou les rats morts. Pour les maux de gorge, la toux, et même les brûlures,
On utilisait de la gelée d'escargot. Les escargots de jardin étaient ramassés, sortis de leurs coquilles, puis mélangés avec du sucre pour préparer un gel apaisant. Les femmes utilisaient aussi la bave d'escargot pour embellir leur peau. Une pratique qui, croyez-le ou non, est revenue à la mode dans les cosmétiques modernes. Le mucin d'escargot est aujourd'hui un ingrédient très recherché dans de nombreuses crèmes de beauté, grâce à sa capacité à stimuler le collagène et l'élastine. Et si vous pensez que l'histoire de la médecine médiévale s'arrête là, détrompez-vous. L'ingéniosité et parfois le désespoir de nos ancêtres a donné naissance à une véritable mine de pratiques étonnantes. Les sangsues, par exemple, étaient un élément de base de la trousse médicale médiévale, utilisé pour équilibrer les humeurs en prélevant du sang aux patients. Ce n'était pas seulement une particularité européenne. La thérapie par les sangsues était pratiquée de l'Inde au Moyen-Orient et, de façon remarquable, elle a connu un retour en chirurgie moderne, où les sangsues aident à rétablir la circulation sanguine dans les tissus délicats. Autre fait fascinant, les hôpitaux médiévaux étaient souvent gérés par des ordres religieux et les soins concernaient autant l'âme que le corps. Les patients étaient traités avec des prières, des reliques et des rituels en plus des remèdes physiques disponibles. Le concept de quarantaine, que l'on associe aujourd'hui aux pandémies modernes, trouve en réalité ses racines au XVe siècle, quand les navires soupçonnés de transporter la peste devaient y Vergogni. Même la célèbre enseigne rouge et blanche du barbier a une histoire qui trouve ses racines dans cette tradition médicale. Les bandes en spirale représentent le sang et les bandages, un clin d'œil au double rôle du barbier, à la fois coiffeur et guérisseur. La prochaine fois que vous passerez devant un salon de barbier, vous verrez une relique vivante d'une époque où l'on pouvait se faire couper les cheveux et subir une petite chirurgie sur la même chaise. Malgré l'étrangeté de ces traitements, ils sont nés d'un désir acharné de guérir et de percer les mystères du corps humain. Chaque remède insolite, chaque expérience risquée était un pas, même infime ou mal avisé vers les connaissances médicales dont nous disposons aujourd'hui. La prochaine fois que vous prendrez un antidouleur ou irez chez le médecin, pensez-y. La médecine moderne s'est construite grâce à la gelée d'escargot, à l'huile bouillante, aux sangsues et à une bonne dose de curiosité. L'histoire n'est pas seulement le récit de nos réussites, mais aussi la chronique de nos tentatives les plus audacieuses pour résoudre les mystères de la vie, et qui sait, les remèdes que nous considérons comme évidents aujourd'hui paraîtront peut-être tout aussi étranges aux générations futures. L'aventure de la découverte, semble-t-il, n'est jamais vraiment terminée.